Hello, bonjour à tous. I'm going to speak in English, so I apologize for that in advance, but the panel will be mixed. So you'll hear some of this in English, some of it in French. You're obviously free to ask questions either in English or in French. And I am very happy to be joined by a panel composed of Ahmed Gounoury. I will butcher all the French names. I'm really sorry for that. He works for the French Ministry of Economy and Finance. I'm also joined by Benjamin Kanovich. He's a partner and member of the corporate team at law firm Brendan Pratt. I'm also joined to my right by Anne-Sophie Dando. She's the co-founder and managing partner of investment management firm CIAM. And finally, Robert Perez. He's a lawyer and head of the Consumer Protection Group Initiative Minority Shareholders. And this is exactly what this second roundtable is going to be about, minority shareholders and the challenges that they face in different scenarios. So we'll start by addressing the challenges faced by minority shareholders in situations where there's a control transaction or a structural transaction that affects the life of the firm, such as a merger or an acquisition. We're also going to discuss how minority shareholders deal with conflicts of interest experienced by majority shareholders or directors. Specifically, we'll be looking at related party transactions. Finally, we'll be addressing the difficulties experienced by minority shareholders or the mechanisms available to minority shareholders when they actually want to enforce their rights. We'll be discussing litigation, for example. So let's start with the very first topic. Obviously, it's well established the control and voting power enjoyed by majority shareholders and enjoyed by directors can sometimes lead them to secure disproportional returns at the expense of non-controlling shareholders. And we also know that control transaction and structural changes, such as mergers and acquisitions, are a particularly ripe opportunity for these corporate insiders to essentially expropriate minority shareholders to some extent. So the first part of this debate is exactly about that. And I was thinking with your transactional experience, Benjamin, can you tell us a bit about how you feel minority shareholders can deal with these sorts of scenarios? Sure. Thank you, Clara. Je démarre en français, puis on verra pour la suite. Juste un point de sémantique, l'actionnaire n'est pas toujours minoritaire. Minoritaire, on donne le sentiment qu'il y a un majoritaire en face. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'actionnaire est d'ailleurs minoritaire, comme tout le monde. Il est juste actionnaire. Donc, c'est juste un point sémantique, mais ça teinte un petit peu votre question, qui est de donner le sentiment qu'il y a toujours un qui va exploiter l'autre. La réalité, bien évidemment, c'est que le cas dans lequel il y a un majoritaire doit être traité différemment du cas dans lequel il n'y en a pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est le deuxième point dans votre plan. On parlera de la notion de convention réglementée, de conflit d'intérêts, peut-être dans un second temps. Alors pourquoi est-ce que les fusions-acquisitions sont un moment effectivement où on doit se poser la question des droits des actionnaires? C'est bien évidemment que c'est un événement très important dans la vie de l'entreprise, ça c'est évident. Et puis c'est un moment aussi où on cristallise une valeur. Or, on a parlé tout à l'heure du cours de bourse. Le cours de bourse est un des éléments de valeur, alors que dans les fusions-acquisitions, on cristallise par définition la valeur de l'entreprise. Et c'est là où on peut, évidemment, en tant qu'actionnaire, se poser des questions sur la façon dont on y est arrivé à ce prix et le processus qui a mené à l'opération et son intérêt. Alors, si on prend un tout petit peu de recul, on ne peut pas rentrer dans chacune des règles, bien évidemment, mais l'idée n'est pas de faire un exposé juridique ou trop long, mais il y a fondamentalement 4 ressources principales de protection des actionnaires dans ce cas. Il y a évidemment les règles de majorité qui sont là pour protéger les actionnaires, voire d'ultra-majorité, de majorité très qualifiée, qui va, comme vous le savez, en droit français, de 50% jusqu'à 95% pour le squeeze-out.
Alors, il y a ce débat de passer le squeeze-out à 90% qui a été lancé par le ministre et dans le cadre de la loi Pacte. On verra l'issue de ces réflexions. Ça fait bien longtemps, je crois, depuis que je travaille dans ce métier, qu'on parle du passage du 95 à 90. Donc, est-ce qu'on le verra ou pas, ce n'est pas à moi de répondre, mais c'est au législateur. Mais dans tous les cas, que ce soit 95 ou 90, c'est la règle anglaise, par exemple. Ce sont des règles qui prévoient des majorités très importantes, avec des échecs patents d'opérations. On l'a vu récemment avec une campagne d'un actionnaire activiste en Suisse contre une fusion de Clariant-Huntsman, majorité des 2/3, qui n'a pas pu être obtenue. Donc il y a des opérations qui n'ont pas lieu parce que les minoritaires, dans ce cas-là, ils se sont réunis ensemble, ils ont formé un bloc et l'opération n'a pas lieu. Donc ça, c'est assez fréquent. On voit bien que la règle de majorité est une protection. Idem pour le squeeze-out. Le squeeze-out, quand vous regardez les statistiques en Europe, il n'y a pas toujours le squeeze-out à la suite d'une opération, et donc le minoritaire peut s'exprimer via, encore une fois, un activiste qui parfois prend 5%, ou pas. Parfois, il y a une inertie du marché devant une opération et l'opération ne donnera pas lieu à retrait obligatoire. Donc ça, c'est fondamentalement une première façon de se protéger. Il y a évidemment deux autres règles fondamentales. Le principe d'égalité, qui est très rigoureux en droit européen, en droit français en particulier. Le principe d'égalité des actionnaires fait qu'on doit offrir les mêmes termes à l'ensemble des actionnaires. Et quand vous regardez les droits étrangers, il n'y a pas toujours les mêmes règles. En droit américain, par exemple, on n'est pas obligé de faire une offre pour 100%, on peut faire une offre pour 51%. C'est vrai qu'il y a donc des règles qui, précisément en droit français, ça c'est une règle de nature communautaire, qui oblige tout de même à offrir à l'ensemble des actionnaires la même contrepartie et aussi la même information. Et on voit bien que l'autorité boursière, c'est la troisième source de protection, l'autorité boursière s'est beaucoup focalisée sur l'information, pas tant sur, comme on disait il y a 10 ou 15 ans, sur une opération, sa valeur ou sa recevabilité. C'est vrai que l'autorité boursière s'est centrée sur l'information, et donc véritablement, c'est là où le minoritaire, lorsqu'il y a un majoritaire ou l'actionnaire, peut agir en considérant que l'information n'a pas été complète. Le dernier point, quatrième point de protection, c'est le rôle du conseil d'administration. Et c'est là peut-être où on peut engager la discussion entre nous, puisque l'idée, c'est pas que je parle tout seul, mais sur le rôle du conseil d'administration, on voit bien que là, il y a un vrai débat. Il y a des pays dans lesquels le conseil d'administration a un rôle exclusivement sur la valeur et donc met de fait l'entreprise aux enchères. C'est le cas de ce qu'on appelle la Revlon Duty aux États-Unis, alors qu'on n'a pas du tout le même système en Europe continentale, notamment en France, où le conseil a effectivement plus de marge de manœuvre. Il peut intégrer son processus, il peut intégrer d'autres données non financières dans son analyse. Ça n'est pas une vision effectivement purement actionnariale qui s'exprime dans le cadre de l'analyse du conseil. So I have the feeling that someone wants to address this last claim about the role of the board of directors, and particularly given relatively recent reforms and a change in terms of the default in terms of board neutrality rules. So Ahmed, would you like to take it from here? Oh, thank you, Clara. I'll also speak in French if it's okay for you. Merci Benjamin de me renvoyer la balle. Alors moi je travaille sur la gouvernance d'entreprise, mais pas sur la MENA en particulier. On a un collègue qui est extrêmement compétent sur les sujets de fusion-acquisition. Et donc effectivement, mon intérêt, moi, du point de vue de la gouvernance lors d'une opération de fusion-acquisition, fondamentalement, si je donnais mon objectif, c'est de m'assurer que le conseil d'administration joue bien son rôle. Et bien jouer son rôle, c'est le jouer de façon indépendante, naturellement, et dans le sens de l'intérêt social de la société. Intérêt social, bon, on a bien compris ce matin que c'était un concept qui pouvait avoir une compréhension, disons, assez large suivant le point de vue qu'on prend. Moi, en tout cas, dans un contexte de MNS que je retiens très clairement, et qui est une disposition finalement commune à tous les pays européens, puisqu'elle est dans la directive OPA de 2004, c'est que le conseil d'administration donne un avis. Cet avis, il est donné en considération de l'intérêt social. Alors là, c'est la traduction française, mais en anglais, c'est « the company's interest ».
Et ce qui est surtout le plus important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'offre elle est faite à l'actionnaire. Voilà. Et que donc on a un principe général dans cette directive qui veut que la position du conseil d'administration ne doit pas être de nature à empêcher l'actionnaire de juger par ses propres moyens de l'offre qui lui est faite. Voilà. Et donc ça c'est le droit. Maintenant, sur les pratiques, ce que je constate, mais encore une fois, toujours avec mon approche gouvernance, je ne suis pas du tout un spécialiste des opérations de M&A, c'est qu'il y a des choses parfois un peu surprenantes qu'on peut lire dans les communiqués qui sont publiés par justement les conseils d'administration qui extériorisent leur position en opportunité, donc sur le fait d'accepter ou pas des offres. Alors, je ne suis pas qualifié pour citer des opérations précises, mais en réalité, si vous prenez des communiqués qui sont publiés en ligne, vous finirez à un moment ou un autre par tomber sur des tournures qui sont un peu déroutantes, du type nous avons bien réfléchi à l'intérêt de toutes les parties prenantes, virgule, y compris les actionnaires. Donc on avait envie de dire merci d'avoir pensé à eux. Ou peut-être parfois des prises de position qui ne mettent pas du tout, qui ne font pas du tout mention aux actionnaires. Et donc je me limiterai vraiment, mais peut-être aussi pour ouvrir la discussion, à cette observation, qui est qu'on a parfois l'impression, justement, à force d'avoir manipulé ce concept un peu dans tous les sens, concept d'intérêt social, mais qui est de toutes les manières un concept extrêmement riche et qu'on ne pourra pas épuiser, mais que dans des contextes très précis d'opérations de M&A, on a peut-être parfois tendance à oublier ce fait qui est à la fois un fait du business et de droit, qui est que l'offre elle est faite à l'actionnaire. Merci. I think Anne-Sophie also has a few words that she wants to say about this topic, so I'm just going to hand it over to her. Thank you, Clara. Je vais aussi le faire en français, hein. Il n'y a pas de raison. Avant de commencer ce sujet des fusions-acquisitions qu'on connaît bien chez Siam, Siam, en 2 mots, c'est une société de gestion qui investit dans des actions essentiellement en Europe et pas mal en France, avec une assez bonne connaissance en fait, de ces sociétés lorsqu'elles sont impliquées dans un événement corporate, c'est-à-dire par exemple une fusion-acquisition, mais pas que. Et donc c'est un sujet qui nous anime tout particulièrement chez Siam. Alors pour rebondir sur ce qui a été dit, 2 choses. La première, c'est qu'on a constaté toutes ces années qu'en France, il est difficile de contester une situation de fusion-acquisition. Le droit est fait de telle manière et la réglementation est faite de telle manière qu'une fois qu'une offre est annoncée officiellement, l'actionnaire a 15 jours pour réagir. Donc c'est quand même à mettre en perspective avec les mois et les mois et les mois de préparation qu'ont les sociétés, leurs avocats et leurs conseils pour mettre en place et mettre sur pied donc une transaction, souvent, comme l'a dit Benjamin, qui marque un moment extrêmement spécial et important de la vie des entreprises. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point des experts indépendants. Donc là, j'en reviens au traitement en fait, des actionnaires minoritaires. Dans le cadre d'une transaction, quand vous avez un conflit d'intérêts, la loi est bien faite. Ça veut dire un conflit d'intérêts, par exemple, l'acquéreur le management prend part à l'acquisition. Ça peut être donc un LMBO, c'est typiquement le cas de Club Méditerranée il y a quelques années. Donc le management a fait une offre sur la société avec l'aide de Fosun et de Ardian. Donc, dans cette situation, il y a un expert indépendant qui est nommé. Alors, premier caveat, mais c'est la réglementation, hein, cet expert, il est nommé par la société cible et deuxièmement, il est payé par eux. Donc, c'est pas évident pour ces gens-là, finalement, d'émettre une opinion indépendante sur la valorisation de l'entreprise impliquée donc, dans la transaction de fusion-acquisition.
Et ça conduit à des situations qu'on a vues à maintes reprises depuis qu'on s'intéresse à ce sujet, où finalement l'expert indépendant finalement n'est pas indépendant, et vous avez un biais important dans les méthodes de valorisation qui sont retenues, où celles qui valorisent mieux les sociétés finalement sont écartées pour favoriser très souvent une méthode de valorisation qui s'appelle le DCF, le Discounted Cash Flow, où là, on le sait tous, on change un peu loi qui est la terminal value, et justement, on arrive au bon prix de façon tout à fait intéressante. Donc là, il y a, selon nous, des pistes d'amélioration dans, non pas la loi qui est là et qui protège l'actionnaire minoritaire, et puis j'y reviendrai tout à l'heure sur ce sujet-là, mais dans, finalement, l'application de cette réglementation. Robert, do you think that the German experience or German law has anything to add to the debate? Well, let me start by just kind of giving you the background of the initiative that I run in Germany. It's an organization that addresses political audiences and also the media, because the issues concerning the rights of minority shareholders has been in the belief that we have neglected or not really been, shown very, very prominently. And I think that the reason we even exist is that Germany has experienced a very strong decline of shareholder rights, not only in the annual meeting, because we've had. I think since the 90s, since the late 90s, avoidance claims rights, nullity suits and so forth have been basically eroded or erased. And then there's the issue with the valuation. And Sophie has touched on that. That we also have problems with the accounting principles, and to say, okay, what is the share actually worth? And then there is, of course, litigation about that. We have a special form of litigation to appraise. We call it appraisal proceedings. And these cases can take anywhere between 4 and 10 years. But the advantage for the overtaking company, for the majority, is that there will be, they can go on with their structural measures. So before that, before 2005, when certain laws came into effect in Germany, there was this phenomenon of rogue investors. I don't know if that was happening here in France as well, but the so-called rogue investors with very small number of shares would obstruct decision-making in the annual meeting, and they would then later have their nuisance claims bought off. But there was a obstruction of the process of transactions, which of course wasn't a good thing. But unfortunately, so the baby was kind of poured out with the bathwater, in the sense that then it led to the fact that today there are very few questioning rights, and other litigation that can happen basically doesn't happen anymore. So I think that the European directive might be helping in this direction a little bit, and we as an organization are trying to basically counter lobby, if you want, what the lobbyists for the very large multinationals that are taking over German companies very much, what they are seeking to do is to, I would say, kind of cheapen the price, and there's really a valuation difference here between 5 to 20% sometimes, where stakes are being downpriced, so that the overtaking majority has it easier. And we have, in Germany, the domination agreement law. I don't think you have that in France, right? So with a 75% stake, you can have a domination and a
against agreement with the overtaken company. And what happens a lot then is that they are also asked to delist. It's another big problem in Germany that has happened. The delisting leads kind of to a cold squeeze out at 25%. So not even 90%. If you can do it earlier then. So the delisting law has been governed by case law until 2015, and then the German government implemented a kind of a stop law saying, yes, if you forced the listing on a controlled company, then there is a mandatory compensation offer to be given, and that has to be priced at a 6-month average of the stock. It's not anymore like the old case law was before 2013, that was subject to an appraisal proceeding. That has been kicked out. So the advocates of minority shareholder rights in Germany are now worried that we will lose the appraisal proceeding altogether. We feel like that is a topic that's coming. I went to a meeting of the German Stock Institute a couple of weeks ago, and there was Ulrich Seibert, Professor Seibert from the Ministry of Justice was there, and he said, well, we were asked to make the the law of avoidance claims and nullity claims even better. And he said, so that's why we wrote it in the coalition agreement. In our coalition agreement, now it says, yeah, we will take another look at the law of that and change that to make it even better. But what is better? Better for who, right? So it looks like there's something coming. It will probably coincide with the implementation of the EU directive, which is happening sometime in 2019. So we have our work cut out for us. Thank you, Robert. So coming back to sort of this this idea that there might be enough protection mechanisms in the law, that it's really about how they're actually applied in practice. So and Sophie, you had mentioned that you felt like it was not about the law, it was more, there would be other mechanisms that could help minority shareholders. What exactly did you have in mind? So we're getting out of the M&A subject, obviously, now, right? Yes, our view is that all protection laws for minorities are in place. We don't need more laws. I mean, we have plenty. For instance, we have the law that enables small investors, not too small though, to put forward a resolution. Je vais continuer en français en fait, de mettre en place de proposer une résolution à l'Assemblée générale. Vous avez la loi qui permet de challenger la responsabilité des administrateurs, donc dans les conseils d'administration, que ce soit au civil ou au pénal. C'est en général pour nous mieux d'aller au pénal, mais ça on pourra revenir sur ce point-là dans la troisième partie. Et il y a toute une série d'autres lois qui protègent le minoritaire. Donc comme Clara l'a dit, le sujet il n'est pas là, puisque la réalité en fait est assez différente de ça à nos yeux. Ça fait longtemps qu'on investit sur les marchés et dans des sociétés cotées, et on s'est rendu compte que finalement il y avait parfois assez peu de chances pour nous de se faire entendre aux tribunaux. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Bon, je vais commencer par un exemple. Aller à la cour d'appel pour challenger une décision de l'autorité de marché, c'est compliqué. En gros, on perd à chaque fois. Et on n'est pas les seuls. C'est toujours la même chose. Ça ne va pas nous empêcher de continuer d'y aller, mais c'est quand même compliqué.
Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a d'une part une certaine réticence de la part des intervenants de marché, donc des actionnaires, des investisseurs finalement. Il y a deux aspects. Une réticence de la part des intervenants, donc des investisseurs, à prendre ce droit qui est disponible pour eux et de faire valoir leurs droits. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Nous, chez SIAM, on a souvent été les premiers ou parmi les tout premiers à aller aux tribunaux pour faire valoir nos droits. Bon, donc peut-être que on pourrait voir plus de cette approche-là. Le deuxième point important, c'est qu'il y a quand même, on va dire, on va dire qu'il y a un espèce de pushback judiciaire aussi, qui est quand même tout à fait regrettable. Donc avoir un meilleur alignement finalement entre nos droits et la façon dont ça se passe dans les tribunaux, je pense, viendrait nettement améliorer finalement la protection de ces actionnaires minoritaires, non pas que sur le papier, mais aussi dans les faits, sur le terrain, année après année et cas après cas. Merci Anne-Sophie. I think Benjamin, quite early on in your talk, he wanted to intervene. So ça nous arrive let's assez get the fréquemment de debate ferrailler going. contre, pas nécessairement contre Anne-Sophie bien évidemment, mais de ferrailler pour les entreprises contre les actionnaires parce qu'il peut y avoir des désaccords. Bon, moi, on partage à peu près quand même un constat qui est que c'est pas un problème légal dans le sens où ça n'est pas la loi qui fait défaut. La loi est présente, elle est protectrice. Elle est d'ailleurs, en écoutant Robert, beaucoup plus protectrice que ce que vous décrivez en Allemagne. Les seuils sont plus élevés, la capacité de suspension est beaucoup plus importante, de décaler une opération beaucoup plus nette. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la mise en œuvre. Je pense que bien évidemment, je ne suis pas comptable de toutes les opérations qui se font. Bien, il peut y en avoir des bonnes ou des mauvaises. Ça, c'est toujours le cas. Il y a quand même une grosse activité contentieuse en France. Ça reste relativement actif. Et on a le sentiment que la montée des actionnaires activistes de toutes sortes, et activiste, on sait très bien, est un peu un terme qui est vraisemblablement intègre beaucoup de réalité, mais disons des actionnaires qui sont prêts à défendre leurs droits de façon publique ou judiciaire, fait qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui se mobilisent contre une opération ou pour y faire échec, encore une fois, en votant contre ou en n'apportant pas ses actions. Ça, c'est quand même la première façon de faire échec à une opération, c'est tout simplement obtenir une majorité ou une minorité de blocage contre, ou effectivement, comme disait Anne-Sophie, d'aller devant les tribunaux. Ça, c'est possible et ça se fait déjà très largement. Si vous prenez l'exemple d'un dossier comme Club Med, sur lequel moi, je n'ai pas travaillé, donc je peux m'exprimer librement, de fait, le contentieux, même s'il a été perdu, le décalage dans le temps qu'il a occasionné a fait que le prix a été rehaussé de façon massive. Donc, il y a eu un effet collatéral du contentieux qui n'est pas de l'avoir gagné ou perdu, il a été mécaniquement, l'opération a été revue. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas non plus dire, c'est pas parce qu'on perd, oui, on perd devant la cour d'appel. La réalité, c'est que c'est pas tant les juges, c'est que l'AMF, elle, son contrôle a changé, et donc le contrôle judiciaire des décisions de l'AMF a un petit peu changé. Donc c'est vrai que statistiquement, Anne-Sophie a raison, le succès devant la cour d'appel est un taux relativement faible. Il y a d'autres voies d'action. Il y a malheureusement en France une utilisation du pénal qui est extrêmement forte, extrêmement dommageable, et je pense quasi inefficace aussi dans son principe, parce qu'elle reporte le calendrier d'une décision de façon majeure. Mais c'est bien la réalité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contentieux en France, il y a beaucoup de contentieux d'actionnaires et ça se fait vraisemblablement plus que dans certains autres pays européens. Thank you, Benjamin. But maybe before completely moving to the topic of enforcement, just still on the substantial aspects of it. So there seems to be, at least on this half of the panel, a certain agreement that we have enough protection that it might be a question then of enforcement or not.
Ahmed, are you on board with this idea that we've done enough to protect minority shareholders? In France, there's a more favorable system than in Germany. There's no work to be done in terms of what the law is. Alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des opérations de M&A, donc je n'ai pas la vision complète sur ce qui pourrait être changé pour aller dans un sens ou dans un autre. Mais j'ai quelques indices. Alors, je crois comprendre, en tout cas sur ma culture générale, qu'effectivement, on est mieux protégé en France qu'en Allemagne, que les minoritaires sont mieux protégés en France qu'en Allemagne sur les opérations de M&A. Je répondrai de deux façons à votre question. La première, c'est une base objective qu'on peut critiquer ou pas, mais elle existe et elle est partagée partout dans le monde. C'est le classement Doing Business de la Banque mondiale, qui a pour classer les pays du monde recours à différents tests, et notamment le test de protection des actionnaires minoritaires. Et quand on entre dans le détail de ce test, on voit que ce qui explique la relative mauvaise note de la France sur cet item en particulier, c'est justement alors du coup, à force de lire en anglais, je l'ai plus qu'en anglais dans la tête, c'est to make directors liable. Comment le minoritaire peut faire reconnaître ses droits quand il engage la responsabilité des administrateurs. Et donc, de ce point de vue-là, sur une base objective, il apparaît que, au moins en matière de procédure civile, donc pour engager la responsabilité civile des administrateurs ou des dirigeants, des bases objectives établissent l'idée qu'on serait peut-être un peu en recul. Voilà. Et je crois qu'en particulier, il y a un point qui pose problème et qui est en réalité aussi, Benjamin, probablement une des explications pour lesquelles on a relativement plus recours au pénal sur ces types de sujets qu'au civil, c'est l'accès à la preuve, en fait. Voilà. Et dès lors que dans une procédure civile, chaque partie doit produire ses preuves et que, par définition, l'actionnaire n'a pas accès à la documentation interne qui a été utilisée pour forger la décision, eh bien, vous voyez bien que la marge de manœuvre de cet actionnaire est extrêmement faible. Alors que, dans une procédure pénale, il y a un procureur qui peut donc utiliser son pouvoir d'enquête pour obtenir ce genre de documents. Mais là, vraiment, c'est une présentation théorique des choses. Je n'ai pas la connaissance concrète des dossiers. En revanche, et là, je peux parler de la marque DG Trésor et de ce qu'on essaye de faire et de ce qui nous intéresse. Nous, on pense que aller au conflit, c'est un échec. Et c'est un échec alors qui peut être, comment dirais-je, ponctuel dans le cadre d'une opération. Mais moi, je raisonne au niveau de la place financière de Paris. On préfère soutenir toute initiative qui va dans le sens de la prévention et de la soft law plutôt que laisser croire qu'en fait, la bonne manière de résoudre ces problèmes, c'est d'aller au conflit. Et pour le dire de façon finalement assez précise, on préfère une soft law extrêmement efficace, extrêmement crédible et qui soit quasiment à la hauteur de la hard law si jamais on s'en écarte de façon comment dirais-je, malhonnête, plutôt qu'un empilement de règles, en particulier de procédures civiles qui sont extrêmement complexes et qui touchent au-delà des opérations de M&A quand même extrêmement large de l'activité économique. Et donc nous, on travaille dans ce sens. On essaie de nudger le système pour qu'au niveau de la place, il y ait suffisamment d'incitation du côté des investisseurs, du côté des émetteurs, du côté des avocats aussi, des chercheurs, etc., pour s'engager collectivement à trouver des solutions préventives quand ce genre de problèmes apparaissent. Et alors pour que ce soit peut-être un peu plus parlant, une des références, et alors peut-être que je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne devrais pas dire ça, mais pour nous, une bonne référence, c'est l'Investor Forum britannique, ou le Takeover Panel, voilà, qui sont des institutions, j'ai envie de dire, préjudiciaires, où vous pouvez avoir une chance raisonnable de régler vos problèmes si vous y présentez votre dossier. Just a follow-up on that. So you basically made
an argument for the importance of soft law and for the importance of mechanisms such as the takeover panel. Do you think those types of, or how effective are those types of mechanisms taking into account shareholder structure in France? Do you find that companies tend to comply with soft law recommendations? Do they not comply but then offer satisfactory explanations? Is the market on top of that? Alors, c'est difficile de répondre à cette question puisque c'est un problème d'action collective. C'est-à-dire que moi, si jamais je vous dis, en fait, 80% des sociétés ne sont pas dans le comply et font du explain, mais qu'en face, vous n'avez aucun investisseur pour suivre et pour dire, pour nous, c'est important, pourquoi vous n'avez pas fait ça, le système, il tourne en rond, ça ne sert à rien. Donc, on a besoin d'un engagement collectif. We need everybody in at the same time. Et de ce point de vue-là, en réalité, finalement, j'ai presque envie de vous dire, moi, le taux dans un système qui fonctionne bien, qu'on ait 40% de compliance ou 60%, c'est presque pas un problème pour moi parce que l'explication, elle est donnée, elle est bonne, et on utilise la marge de manœuvre de la soft law pour justement utiliser ce processus. Mais il faut que cette explication, elle serve à quelque chose, et que ce ne soit pas juste un exercice de tick the box. Voilà. Et de ce point de vue-là, alors, je ne devrais pas le dire sous cette forme, mais ce qu'on répète systématiquement, nous, à nos interlocuteurs au Trésor, c'est que à chaque fois que vous ne prenez pas au sérieux la soft law, vous vous retrouvez quelques mois après avec une loi qui est mal écrite. Voilà. Donc on pourra continuer à faire cet exercice ad nauseam jusqu'à ce que tout le monde comprenne qu'il est dans l'intérêt de tous, investisseurs, émetteurs, investisseurs qui soient passifs ou activistes, émetteurs qui soient des sociétés familiales ou des sociétés à capital dispersé. Il est dans l'intérêt de tous d'avoir une soft law qui soit crédible et qui fasse autorité. Okay, so... Yeah, sorry. No, I just wanted to comment on one word. Pour moi, Ahmed, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Évidemment, un procès est l'échec par définition d'une opération, mais au-delà de la soft law, il y a la question de l'engagement actionnarial qui a été évoquée dans le précédent panel. Parce que par définition, pour les grandes entreprises aujourd'hui, on voit bien que cet engagement est une réalité, il y a des contacts extrêmement fréquents, et donc on a très peu de cas dans lesquels on se dit il y a une opération qui véritablement est problématique. Il y a toujours, là-dessus je rejoins Anne-Sophie, il y a toujours des cas problématiques et c'est normal, et la place ne peut pas par définition être à 100% sur tous les dossiers considérés comme parfaite et qu'il n'y a aucune marge de manœuvre. Moi je dirais tout à fait d'accord sur la question de la soft law. Il y a soft law et discussion avec les actionnaires qui permet en principe d'intégrer leurs préoccupations et de ne pas se retrouver avec un cas dans lequel on présente un projet, qu'il soit d'ailleurs fusion-acquisition ou autre, et qui n'a pas été, qui n'intègre pas les préoccupations des actionnaires. Les sociétés qui font ça, généralement, sont des sociétés qui se sont un petit peu embastillées, qui ont refusé d'intégrer et de dialoguer avec leurs actionnaires et qui un jour sortent un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet de rémunération, un projet de M&A, et qui effectivement donne lieu à une contestation très forte. Mais généralement, cette contestation, elle aurait pu être anticipée. Elle aurait pu être... et s'ils s'étaient posé la question plus en amont, vraisemblablement, ils auraient vu arriver le risque de contestation de façon assez claire. Just for a second, I think Robert wanted to... Yes. I just wanted to say yeah. something about the soft law versus the hard law discussion, if I may. In Germany, as I described, we have the options for your litigation have been eroded. So then it is harder to kind of say, oh, we're going to go now to a soft law approach. And just to give you background on how this has worked in Germany so far. I mean, we have had a corporate governance codex group, in place for decades, basically, in Germany to implement better corporate governance in our corporations. And if I say there was mixed success with it, I'm probably overstating the success of it. Another example is if you look at
let's say, the amount of women that are supposed to be in leadership positions. A supervisory board, there was a hard law implemented saying we need 30% women in supervisory boards. This is met now. We are just at 31% or something. And the soft law says we would like to have that as well on the management board. There we have 12%. So it is not really super efficient in my opinion. Plus, I've lived in the United States and worked there for a long time, and I've found that real kind of results usually come from litigation and from the possibility of litigation. But even though I do favor this kind of, moderated arbitration thing, saying, okay, let's talk about it, let's see if we can do it. But at the end of the day, for shareholders, it's a value aspect, and the value aspect can decline over time, and they can lose their positions. So I am a little skeptic about the soft law approach. Okay, so we have here a more skeptical view on soft law versus hard law. Anne-Sophie, what's your opinion on all of this? Je pense que c'est surestimer les investisseurs de penser qu'ils sont prêts à contester. Donc je ne suis pas d'accord avec Benjamin quand il dit que finalement le marché s'autorégule parce que les investisseurs contestent. En fait, il y a assez peu de contestation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est souvent les premiers et les seuls à être publics sur un certain nombre de cas. Effectivement, on a des soutiens de grands investisseurs de la place, mais qui, eux, ne veulent pas être publics. Est-ce qu'ils contestent véritablement? Oui, de temps en temps, de plus en plus, sur les questions de rémunération, par exemple, poussées par le Say on Pay. Mais effectivement, ça va être intéressant de voir comment tout cela va évoluer dans les prochaines années et jusqu'où peut aller cette contestation et jusqu'où finalement ça peut peut-être rééquilibrer le rapport entre, dans certains cas, pas tous les cas, mais le rapport entre les entreprises et les investisseurs. Donc bien sûr, dans la plupart des cas, tout se passe bien. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a un conflit d'intérêts et un traitement défavorable des actionnaires minoritaires, dont on va peut-être pouvoir parler avec les conventions réglementées. Right. So we're actually moving formally to the second topic, which is conflicts of interest. And you mentioned Say on Pay and the influence that shareholders might have on director compensation. Do you feel like there could be any sort of progress made in the law in this regard, Ahmed? Merci Clara. Alors, deux façons, encore une fois, pardon, c'est très binaire de répondre à la question. Une façon générale, qui est le fait que je vais poser une thèse que je défends pour les gens qui me connaissent depuis un bon bout de temps. Je pense que l'engagement actionnarial est parti pour s'installer durablement. Voilà. Donc ça va changer la donne. On ne va pas s'en apercevoir là dans cette campagne d'Assemblée Générale, peut-être, mais le trend, la travelling direction, comme disent nos amis britanniques, elle va dans ce sens. Et pour parler de la question des conventions réglementées, qui pour moi, encore une fois, mais c'est mon opinion personnelle, la question majeure de la gouvernance, vraiment, parce qu'elle est l'incarnation presque la plus parfaite du problème du conflit d'intérêts. Et donc le conflit d'intérêts, je vous épargne les détails, mais c'est tout simplement quand vous représentez un intérêt et que votre intérêt propre est différent ou que vous avez personnellement, parce que ça arrive, deux intérêts contradictoires. La convention réglementée, de la même manière, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est, mais vous voyez très bien que dans un contexte de groupe, par exemple, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aussi on institutionnalise en Allemagne le rapport de domination dans ces contrats de domination. Dans un contexte de groupe, vous voyez bien qu'une convention réglementée, potentiellement, va vous permettre d'extraire de la valeur d'une société pour la remonter à la holding pour des raisons de management fees ou des conventions de services partagés, etc., qui font que ces conventions peuvent léser les actionnaires
qui ne contrôle pas la société qui est partie à cette convention. Et bien typiquement, pour adopter ce genre de convention, vous avez besoin de règles d'approbation particulièrement strictes, des garde-fous qui permettent de garantir que le droit des actionnaires qui ne contrôlent pas la société sera préservé. Et alors là, pour le coup, une illustration, la directive droit des actionnaires à venir, qu'on va transposer en France dans les prochains mois, eh bien, elle part du principe, en fait, que ces opérations, honnêtement, sont suspectes par nature et qu'il faut, dans ces circonstances, particulièrement prendre le soin de préserver le droit des actionnaires minoritaires. Et j'en donnerai 2 illustrations, des choses que peut-être tous n'ont pas vues, mais qui, de mon point de vue, vont avoir un impact majeur. Premièrement, désormais, quand on transposera la directive, les conventions réglementées devront être annoncées à l'occasion de la conclusion de l'accord. Voilà. Donc c'est un communiqué, quoi, véritablement, une mention sur le site internet, où donc vous donnez par définition la désignation de la partie liée, la valeur de la transaction, mais également, et ça c'est décisif, les informations sur le fait que l'intérêt des actionnaires minoritaires est préservé dans cette opération. Et ça, c'est nouveau. Et c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important parce que ça va donner l'opportunité pour les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec cette analyse de s'engager. Premier point. Deuxième point qui est extrêmement important de mon point de vue, on parle vous savez, des conventions passées dans des conditions normales, portant sur les opérations courantes et passées dans les conditions normales, qui sont des conventions qui sont exonérées de la procédure des conventions réglementées. Et donc on n'a pas le contrôle du conseil d'administration et de l'Assemblée générale sur ces conventions. Mais pour ces conventions-là, on va renforcer la compliance, puisqu'on va dire, très bien, effectivement, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un process aussi compliqué, mais dans ce cas-là, eh bien, il faut que le conseil d'administration mette en place une procédure de contrôle interne permettant d'assurer que, pour ces conventions-là, les conditions sont toujours réunies. Et là, on est dans la compliance, et de la même manière, quand vous mettez de la compliance, vous mettez une opportunité pour quelqu'un pour qu'il vienne challenger. Il va vous dire, mais alors, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble cette procédure de contrôle interne, est-ce que vous l'appliquez, comment elle est faite, quelle est la liste des conventions que vous avez passées sous cette forme, etc., etc. Qui démontre, en fait, alors ça c'est un seul article de la directive droit des actionnaires, en fait, l'engagement actionnarial va, encore une fois, et pardon, je l'ai dit au début, mais je le dis aussi à la fin, comme ça fera une bonne conclusion, va s'installer durablement. Peut-être que Thank you. vous voulez réagir. Alors, sur ces conventions réglementées, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un réel sujet quand on s'intéresse au cas des actionnaires minoritaires. Nous, on voit, même si la directive va très clairement dans le bon sens, on voit 2 sujets. Le premier sujet, c'est que l'actionnaire de référence, qui très souvent veut passer cette convention réglementée sur sa fille, eh bien, il peut voter. Et donc, dans un cas comme, par exemple, Altis, avec sa fille SFR, quand ils essaient de passer une convention réglementée sous la forme de on va mettre en place un nouveau management fee pour rémunérer le savoir-faire d'Altis et on va ponctionner en fait entre 2 et 4% du chiffre d'affaires de notre fille SFR, et qu'on sait que donc à l'époque où cette convention réglementée il y a eu cette tentative de mise en place, à l'époque quand on sait que Altis détenait 78% de sa fille SFR et donc pouvait se prononcer sur cette convention réglementée, on se dit en tant que minoritaire qu'on ne peut pas faire grand-chose pour essayer que cette convention ne soit pas passée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur ce qui est disclosé, ce qui est reporté au marché sur ces conventions réglementées, et notamment dans les rapports annuels. C'est souvent, donc c'est une obligation,
Mais le résultat, c'est que dans les faits, c'est souvent assez lapidaire ce qu'on voit. Et je vais prendre un exemple, qui est le cas d'Euro Disney, qui année après année reporte donc toutes ces conventions réglementées pour un montant total d'à peu près 20 000 euros. Alors, juste, je rappelle, Euro Disney, filiale européenne de la société américaine Walt Disney. Cette société a 3 contrats principaux avec sa maison mère, un contrat de management, un contrat de royalties et un contrat de développement. En fait, dans la réalité des choses, ce sont des centaines de millions d'euros qui ont été pris à la société européenne et française Euro Disney pour être remontés à la maison mère américaine. Ça ne fait pas partie des conventions réglementées. Donc il y a, à nos yeux, pas mal de sujets importants. Robert, do you feel like Germany has a more satisfactory response to these related party transactions in the context of groups of companies? No. I would like to refer to what Ahmed said about the World Bank ratings, doing business and so forth. And Germany has a very low. I don't know where France is, but we're on 62 or something. On minority shareholders, right? Yeah, In the same zone. exactly. And one of the reasons is that we don't have any satisfactory third-party transaction laws. So now they are mandated by the EU directive, and our organization, before the federal elections in September last year, we sent questionnaires to all the parties, and we asked them about, how will you implement these this directive, and they were all, saying yes, we will make sure that the minority shareholder rights and their interests will be kept, and so this is something for the future for us that we are looking forward to. Okay, thank you, Robert. Just before we move on to questions and answers from for the Q&A part of the session. Just very quickly, sort of going back to the enforcement topic. There was a discussion which was kind of left in the air of whether the enforcement of shareholder rights, whether it really works or it doesn't. And I didn't really hear the opinions on this part of the panel. And Sophie, I know you feel quite strongly about this topic, so I don't know if you want to kickstart the discussion, and then we'll kind of move to the other side of the table as well. Thank you, Clara. Je pense qu'effectivement, on a quand même déjà un peu parlé de ce sujet dans le panel à ce stade. Je pense que c'est notre responsabilité d'actionnaires et d'investisseurs de prendre ce droit, d'avoir donc l'application de ces lois quand nécessaire. Heureusement, c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, on doit prendre nos responsabilités dans ce sens. En espérant qu'un jour, il y aura quand même une meilleure réception et moins de résistance judiciaire. La loi sur les class actions et la collectivisation des plaintes est en pleine évolution. C'est un sujet intéressant qui, on pense, va plutôt dans le bon sens. Il y a un sujet tout particulièrement qui nous préoccupe, c'est l'aspect de comment les juges finalement vont s'intéresser à la compensation des préjudices subis par les actionnaires, donc des préjudices financiers dans le cas des class actions, et à quel niveau, avec quel calcul, pour être très précise, vont se monter finalement ces compensations.
préparation. Donc là, il y a peu de jurisprudence et peu d'avancées dans ce domaine. Le peu qu'on a vu, on était assez surpris des résultats. Donc à suivre, en tout cas, c'est un point intéressant à suivre dans les prochains mois, années. Sur ce point, justement, Anne-Sophie, je pense que nos interlocuteurs tout désignés qui connaissent bien le fonctionnement du système judiciaire américain peuvent nous éclairer sur la capacité que peuvent avoir les juges français par rapport à ce qui est fait aux États-Unis, à entrer dans les sujets un peu difficiles de valorisation et de pricing et d'estimation des montants de préjudice dans ces conflits. C'est un peu le sujet. Je peux juste une introduction. Moi, je comprends très bien Anne-Sophie. Elle défend les minoritaires et c'est tout à fait honorable. Dans certains cas, il y a des dossiers qui sont tout à fait emblématiques et c'est normal. Je pense globalement judiciariser la vie de l'entreprise pour moi est une énorme erreur. Je pense qu'on y sera tous perdants si on considère qu'on va ouvrir les vannes du contentieux et que tout le monde s'en portera mieux. Je pense que c'est une erreur macro, pas sur un dossier donné. Sur un dossier donné, il peut évidemment y avoir une injustice, voire même un scandale pour lequel il doit y avoir un contentieux et il faut faire valoir ses droits. Mais globalement, si l'objectif général c'est de dire on va faire beaucoup plus de contentieux parce que ça va être formidable, ça je n'y crois pas. Et l'exemple du pénal que tu évoquais, pourquoi les minoritaires ou certains vont au pénal? Parce que c'est gratuit, donc ça veut dire que c'est nous qui payons la recherche de la preuve. Si c'est gratuit, c'est que c'est le juge d'instruction qui le fait pour le compte d'une partie privée. Bon, c'est faisable, la loi le permet, donc je ne veux pas critiquer, la loi est ce qu'elle est, mais on a des dossiers qui sont en chambre de l'instruction depuis 10 ans, 20 ans. Donc je veux dire, il y a une question quand même d'intérêt général qui est de savoir si 20 ans après avoir une décision, est-ce que ça a encore un sens? Donc la question que tu poses, je pourrais Ahmed, c'est une question plus générale sur le fonctionnement de la justice. L'appréciation du préjudice, ce n'est pas uniquement un problème de droit des sociétés, c'est un problème de l'appréciation du préjudice de façon générale. Beaucoup de réflexions, comme tu le sais, ont été mises en œuvre sur cette question délicate. Les juges ne sont pas complètement armés. Il y a évidemment le recours à l'expertise qui est possible, qui est d'ailleurs assez fréquent, mais qui n'est pas systématiquement une solution. Et en matière boursière, il y a a fortiori la difficulté de calcul du préjudice, et on est évidemment très en dessous d'autres pays je parle pas du résultat, mais au moins dans la sophistication de l'analyse, parce que il y a beaucoup de juridictions qui ne rentrent même pas dans la discussion. On est sur la perte d'une chance, on est sur des choses très forfaitaires. Donc ce débat-là est un débat qui est en cours et qui vraisemblablement donnera lieu à ou évolution jurisprudentielle ou législative. C'est pas moi, ça n'est pas à moi de décider, mais vraisemblablement les choses vont évoluer. Mais plus globalement, dire la solution c'est d'aller dans les tribunaux, on va au pénal, ça nous permettra je crois, est illusoire à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les minoritaires. Il n'y a pas de solution dans des délais raisonnables et avec véritablement une solution actionnable pour les minoritaires. Et d'ailleurs, le contentieux boursier qui est beaucoup plus rapide, qui a ses désavantages également, mais il a l'avantage d'être beaucoup plus rapide avec une chambre spécialisée, permet tout de même d'avoir une solution rapidement, avec, contrairement à l'Allemagne, une capacité à suspendre l'exécution de l'opération, et finalement aboutit de façon indirecte à parfois des solutions qui sont plus acceptables. Yes, I wanted to add to this topic. If you have to kind of separate between if you litigate a decision or you litigate a structural measure or whatnot, or if you litigate something that I would define as corporate wrongdoing. Let's say, and we haven't mentioned the Volkswagen yet today. Why not? So I will mention it. Volkswagen scandal, diesel scandal, has kind of turboed the German discussion on class actions, and now our government has said, okay, we need a reform of our class action laws. There is no reform of that law because they don't exist, but they want to implement new ones. And it will be similar to what the EU is proposing now, a so-called, I would call it, declaratory model litigation, where you obtain not necessarily a verdict on compensation, but a verdict on fault.
And then with that, then you can hopefully get an expedited litigation going for compensation. That's for consumers. For the shareholders, and that's what we're kind of focusing on here. We already have this type of litigation since the telecom IPO. And that has been, yes, and that has been more than 10 years ago, no, 18 years ago. So this succession of litigation for shareholders in Germany has led to the fact that they now have a declaratory verdict saying, yes, there were prospectus problems and telecom did something wrong, and you 17,000 shareholders are now eligible for compensation. But they all have to go to court individually. There's no second part of the class action. So now the courts are facing 17,000 individual claims. So how can that work? We have made a little calculation. It will work, but it will take something like 100 years or so. I don't know. It's a very long time. So it's not usable. So the criticism in Germany right now is that we are kind of creating just a field class action. You feel it, but it's not really there because it doesn't make the solution in case of compensating somebody's financial loss. Let's say in the Volkswagen case, it was that the stock price, after it came out that they were indicted in America, the stock price plummeted crazy. And so this is something that has to be addressed. Of course, you can always say, why should shareholders kind of, sue their own company? They own it, so they're going to hurt themselves again, right? But the fact is that the management did something against the law. They should have informed the market more correctly, even though they deny it, but they should have made public announcements, ad hoc publicity, and so forth. So this is just one example. So I think that knowing the American system and knowing that this system is, prone to misuse, to abuse, to really inappropriate results, I think we should find a middle ground. And in Europe there has been talks about finding like something like you said, maybe independent panels, or like in the UK something like that exists. So maybe we can go into that direction. But of course, the composition of that type of panel, who are they going to be? How independent can they be? Are they controlled by the government, or are they free? So that is a discussion we still have to have, and I suppose that this whole thing will be on the foreground another 5 years at least. That's my prediction. Okay, thank you, Robert. Thanks, thank you to all the panelists. At this point, I would like to open the floor to questions from the audience. So, if you want to ask a question in English or in French, just raise your hand, and someone will come to you with a microphone. Yeah. Okay. So, if there's. I think a microphone is coming. Hello? Yeah. Anne-Sophie, you said that oftentimes you are the first and sometimes the only shareholder to become vocal about issues, but that oftentimes investors do join. What are some of the reasons why they joined or are reluctant or timid to join, and how do you compare that between the different markets where you've been active? Thank you. This is a very interesting question.
The reason for us being most of the time the only one on the front, in the front, is because most of institutional investors don't want to be seen as an active or activist shareholder because it is not their mandate. And we can really understand that. Now we have seen things evolving in the last years. 5 years ago is very different in this matter from today. Today, we see more and more big institutional investors willing to be more engaged. So we all know it is going to be a slow process. It will not mean that it will go public about these matters, but it means that they will look more and more into these ESG subjects, and in particular, we are at CM very keen on the G, on the governance aspects, and we more and more collaborate with big institutional investors, again, not in a public manner. But there is an evolution we think is very encouraging, and we look forward for the rest. Now, the rest of the European countries, in the UK, they seem more advanced, in the Nordic countries as well. And France is really catching up quite fast, and we're very happy to see that. Yeah, so, okay, yeah. Juste une question sur... je suis l'un des élèves du professeur Pietro Costa. Sur ce que représente le régime de l'expertise indépendante pour la protection des minoritaires. Vous évoquiez le cas tout à l'heure, et je pense qu'on est tous assez au courant du contentieux qui vous a opposé devant la Cour d'appel, puis devant la Cour de cassation, avec l'entité américaine de Walt Disney, lorsque vous étiez actionnaire de sa filiale européenne. Et vous nous disiez tout à l'heure que, selon vous, le cadre législatif et réglementaire de l'expertise indépendante est acceptable, mais qu'il y a des pistes d'amélioration. Quelles sont-elles ? Est-ce que c'est au niveau du visa du régulateur et du contrôle qu'il exerce que vous les voyez ? Et peut-être pour ceux qui ici parlent au nom des émetteurs ou selon du point de vue et des problèmes qu'ils rencontrent, est-ce que aujourd'hui la question de la diffusion de l'information par les actionnaires minoritaires comme moyen de défense et moyen de protection, et notamment sur ce qui existe chez les activistes short sellers, et notamment ce qu'on a vu avec le cas Casino, est-ce que vous pensez, et je m'adresse là aussi au Trésor, que le cadre de la diffusion d'informations trompeuses est aujourd'hui opérant, lorsqu'on voit qu'un cas de vieux de 3 ans n'a toujours pas été traité par les services de l'AMF? Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, il y a une nécessité, cette fois-ci, de protéger non pas les minoritaires, mais les émetteurs face à des pratiques qui peuvent être extrêmement nocives pour eux? Je vais commencer sur la première partie de votre question concernant les experts indépendants. On a eu des discussions, on a fait partie de think tank qui nous ont mis, nous, investisseurs, en face des experts indépendants. Le but était de trouver des voies d'amélioration pour que finalement ces expertises servent vraiment à quelque chose. Donc au Royaume-Uni, la situation est très différente. Puisque l'expert indépendant, il n'est pas payé par la société cible et il est nommé par le UK Takeover Panel, déjà pour commencer. Donc, la première question, c'est est-ce que le régulateur boursier devrait nommer elle-même l'expert indépendant? C'est une première piste, mais qui, visiblement, n'a pas l'air de vraiment... on va dire, suivre son cours. Donc peut-être qu'une deuxième piste, peut-être moins engageante pour le régulateur, serait d'avoir une liste, au moins une liste d'experts indépendants dans laquelle les sociétés engagées dans des opérations de fusion-acquisition pourraient donc choisir, avec des revues, par exemple annuelles, de la qualité des expertises indépendantes menées.
Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé, mais ce sont des pistes de réflexion. La troisième piste de réflexion, c'est de systématiser davantage l'approche multi-critères en termes de valorisation. Parce que finalement, il est laissé pas mal de liberté à ces experts indépendants de choisir une ou l'autre méthode qui finalement va arranger probablement pas les actionnaires minoritaires, mais en tout cas, dans certains cas, les sociétés. Voilà, pour les quelques pistes. Sur le short selling, après je passerai la parole à Ahmed, le short selling très rapidement, l'activisme short, nous, on n'adhère pas beaucoup parce qu'on trouve qu'effectivement, c'est pas assez réglementé. Nous, ce qu'on remet en question dans ce genre d'activité, c'est que ces short-sellers, ils se créent leur propre opportunité en quelque sorte. Donc en gros, ils prennent une position short, par exemple dans Casino, et ensuite ils émettent un rapport sur lequel ils remettent en question beaucoup d'aspects de la société, et le cours de bourse baisse, et donc ils gagnent de l'argent. Je ne parle pas de la qualité de la recherche de Muddy Waters dans cet état dans ce cas-là particulier, parce que c'était extrêmement poussé et recherché. Donc je ne remets pas en question la qualité de leur recherche, je pose la question de est-ce que le système est suffisamment protégé pour faire face à ce genre de short-seller. Alors, merci pour votre question. C'est une question qui est extrêmement compliquée et qui, en fait, pose le doigt vraiment clairement au centre du problème, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'abord, alors, c'est pas à vous que je vais apprendre, vous devez connaître ça par cœur. Il y a des obligations de disclosure sur les franchissements de seuil, sur les positions short, etc., qui existent. Là, le débat, il est paramétrique, en fait. C'est est-ce qu'on va plus bas, plus haut, à quoi ça sert, et quelle information ça révèle au marché, quelle est la pertinence de l'information qui est révélée au marché. Bon, de mon point de vue, un franchissement de seuil à 1%, à 5%, si l'activiste il est en train de construire sa position, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des passagers clandestins qui vont également se positionner et qui vont rendre l'opération plus compliquée. Donc, en fait, il n'y a aucune action qui est unidirectionnelle, c'est toujours très ambivalent, quoi. Quand on va dans un sens, en fait, on provoque des déséquilibres par rapport à d'autres acteurs. Sur la question puisqu'on parle de cette opération qui peut-être nous a tous traumatisés, Casino, il faut, comme le disait Benjamin tout à l'heure, faire la part des choses entre ce qui relève d'un défaut structurel et juste ce qui relève en fait d'une opération qui pourrait être qualifiée de délictueuse, voilà, parce qu'on peut pas au niveau d'une place garantir que 100% des opérations seront régulières par rapport à la réglementation. Après, moi j'ai une opinion personnelle sur cette affaire, mais peut-être que je me trompe et peut-être que je suis un peu trop naïf, c'est que si on a un lien, un dialogue établi, régulier, serein entre la base d'investisseurs fidèles à la stratégie de la société, qui comprennent, qui suivent, en fait, ces risques-là de short hyper agressifs sont très limités. En tout cas, ils ne peuvent pas avoir l'ampleur que ça a eu dans l'affaire Casino. Thank you. I think we have time for one last question. Yep. Oui, alors excusez-moi. Donc Marie-Jeanne Pasquette, minoritaire.com, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. J'ai un avis aussi, je me permets de le donner. Je regarde toutes les opérations d'activisme qui passent, et donc sur ces questions qui ont été posées, là j'ai aussi un avis. Alors sur l'évaluation, moi j'ai réfléchi aussi, parce que j'ai regardé notamment une opération faite par un recours contre l'avis de conformité de l'AMF, fait devant la cour d'appel, et où des actionnaires individuels ont été, c'était le cas Nokia, Alcatel-Nokia, où des actionnaires individuels ont été eux aussi donc contesté le prix, et l'expert indépendant, enfin il y a eu un tas de choses là-dessus, et on s'est posé la question, et moi j'ai une autre solution, enfin je ne sais pas la prétention d'avoir la solution, mais il y a une autre solution qui avait été proposée notamment au moment du, je crois, rapport Nolo, c'était il y a très longtemps, c'était Le Petit ou Nolo, je ne sais plus, qui avait fait un groupe de travail sur l'expertise indépendante, et eux avaient proposé quelque chose qui me semblait intéressant,
C'est-à-dire qu'il y ait un espèce de comité de sages qui, une fois que l'AMF avait reçu l'expertise indépendante, on sait que l'AMF, et c'est eux qui me l'ont dit, hein, c'est M. Ramex qui l'a dit, l'AMF ne se prononce pas, l'AMF, c'est dur de dire ça, mais ce ne sont pas des financiers. Ils se prononcent sur le droit, mais ils se prononcent, ou la réglementation, mais ils ne se prononcent pas sur la valorisation. Donc c'est ce qui m'a été répondu. Et donc, un haut comité d'experts qui pourrait donner son avis sur le prix quand il y a un problème, hein, quand il y a des avis contraires, quand c'est contesté. Je pense que ce serait un système peut-être de médiation qui serait intéressant, avec la possibilité, quand il y a il y a des actionnaires individuels ou des activistes qui contestent vraiment, qu'on demande une contre-expertise à ce moment-là, mais qui ne serait pas forcément payée par les mêmes activistes ou surtout les mêmes actionnaires individuels qui n'ont pas l'argent pour payer. Mais ce serait peut-être un système, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très, je sais pas, à la retraite, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets, donc ça peut être une idée. Alors ensuite, une autre remarque, je pense que monsieur avait l'air de dire là qu'il fallait protéger les émetteurs des activismes, ça c'est la grande idée, mais moi je pense que les émetteurs se protègent très bien des activistes. Je citerai un cas par exemple, dans le cas TCI, ce qui ne se sait peut-être pas, mais Zodiac a emmené au tribunal pour dénigrement, je crois, les activistes de TCI, hein, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient dit des choses déplaisantes sur eux. Donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais je crois que les émetteurs se défendent fort bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous êtes peut-être étudiant, mais vous ne le savez pas, mais je vous promets qu'ils se défendent très bien. Merci. Okay, I'm just going to ask our panel to very, very quickly reply. I'm aware that we're the only thing between you and lunch, so I'm really sorry about the slight delay. Juste sur les deux points, sur le deuxième point, bon, quand c'est la bagarre, donc il y a évidemment des coups des deux côtés, bon, pas rentrer dans le détail. Je pense que le point de tout à l'heure est plutôt une question de régulation. L'émetteur, par définition, est beaucoup plus régulé que l'actionnaire, et donc se pose toujours la question de savoir, quand il y a un bras de fer entre un actionnaire et l'émetteur, il y en a un qui est soumis à MAR, il est soumis à des règles de gouvernance, il est soumis à un processus qui est très réglementé, l'actionnaire, lui, est moins réglementé. Donc c'est quand même une question qui se pose. Je ne parle pas du cas en particulier, mais c'est vrai que parfois il n'y a pas tout à fait, comme disent les Américains, equal playing field dans un bras de fer. Mais on sait très bien que c'est une question sensible. Sur le point de l'expertise indépendante, moi je comprends très bien votre point. On ne peut pas non plus faire une usine à gaz. Ce que je veux dire, c'est que l'AMF a décidé de ne plus contrôler le prix. Alors, on peut débattre de cette décision ou pas, mais en tout cas, c'est le droit depuis déjà maintenant une décennie. Et donc, c'est l'expertise indépendante qui est une forme effectivement de contrôle. Mais au bout de cette question, il y a quand même deux cordes de rappel, et les deux peuvent être étudiés séparément. Le premier, c'est le rôle du conseil. On oublie que l'expert indépendant, c'est facile de dire que l'expert ne fait pas son travail, mais avant tout, il rend un rapport au conseil. Et donc, la responsabilité du conseil, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est à lui de poser des questions, c'est à lui de demander un supplément d'information, de demander un délai. C'est avant tout au conseil de le faire. C'est pas uniquement l'expert qui est défaillant, mais si vous considérez qu'il y a un problème avec tel ou tel dossier, c'est au conseil d'administration de se prononcer. Et ensuite, au bout du bout, c'est les actionnaires qui décident. Alors, je ne parle pas du cas évoqué tout à l'heure par Anne-Sophie. Effectivement, il y a le cas du majoritaire qui fait l'offre sur le minoritaire. Ça, bien évidemment, c'est un cas très particulier où là, le conflit d'intérêt est patent, il est plus brutal. Mais il y a beaucoup de dossiers où l'avis du conseil d'administration n'est qu'un avis, et c'est le marché qui va décider. Donc, moi, je pense que la responsabilité des experts, on peut toujours dire qu'il faut faire mieux, qu'il faut en rajouter, mais je pense que les deux personnes qui prennent leur responsabilité, ou les deux corps qui prennent leur responsabilité avant tout, ce sont les administrateurs et au bout du bout, les actionnaires. Thank you. Merci. And we could certainly debate this for longer, but unfortunately we're out of time, so I'm just gonna hand it over to Sophie. Thank you Merci very à much, vous. and thank Je you pense to all qu'on the peut les panelists. applaudir.
Comme l'heure a dépassé, je vais rapidement clôturer cette conférence. Comme vous avez pu voir durant cette table ronde, mais aussi la précédente, on a essayé avec France Stratégie de faire valoir des opinions différentes, de faire vivre le débat sur des questions importantes telles que l'engagement actionnarial et la gouvernance d'entreprise. Donc merci encore aux membres de ce panel. Les sujets sont un peu... les réponses à apporter, certaines viendront dans le cadre de la transposition de la directive actionnaire. D'autres, je suis assez d'accord avec Anne-Sophie, il y a encore un grand chemin à faire et une éducation importante aussi au niveau des tribunaux, ça a été dit. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir participé et j'espère à très bientôt pour constater des évolutions sur le domaine. Et je voudrais aussi remercier, encore une fois nos sponsors qui ont permis aussi que cette événement se tienne et évidemment France Stratégie pour son accueil.